Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à l'édition d'information du soir sur la télévision Shekina TVS. Une édition d'information à forte connotation du social, et le social notamment. On commence avec la pénurie de carburant observée dans la capitale gabonaise. Des stations d'essence étaient bondées de monde ce matin, les uns bidons à la main, les autres sous les pieds, à la recherche du carburant, notamment du gasoil qui se fait rare à la pompe depuis 2 jours. Une situation mal vécue par les uns dans ce reportage. Les stations-service grouillaient de monde ce matin et ce jusqu'à la fin de l'après-midi. Un monde composé essentiellement de conducteurs dont les véhicules carburent au diesel, donc au gasoil. Depuis près de 2 jours, ce liquide arrive par intermittence à la pompe. Pour se le procurer, les usagers sont contraints de parcourir de longues distances en faisant le tour des villes de Libreville, Ovendo et à Kanda. Et à la station où on peut s'en procurer, il faut batailler fort sous le soleil ardent dans un climat de colère et d'échange quelque peu dur. Un spectacle inadmissible pour cet usager qui parle d'amateurisme et d'incapable sans trop savoir imputable à qui au milieu d'un brouhaha. C'est pénible. C'est pénible. Comment est-il possible qu'un pays comme le Gabon, nous sommes à la veille d'une élection, il n'y a pas de carburant dans toutes les stations de Janis. Là, j'exprime à l'alcool, c'est national. C'est incroyable. Et on dit que ceux-là vont continuer à diriger comme ça. C'est des amateurs, c'est de l'amateurisme. C'est des amateurs. L'étonnement des uns, c'est qu'une telle pénurie s'observe dans un pays producteur qui s'approvisionnerait selon quelques indiscrétions auprès d'autres pays africains, pas très grands producteurs de pétrole, sinon pas producteurs de pétrole à l'échelle régionale ou mondiale. Dans certaines communautés africaines surtout, être gaucher est parfois vu comme un handicap ou un mal social. Ainsi, certains parents obligeraient leur enfant gaucher à faire usage de la main droite afin d'être mieux accepté par la société. Une transformation qui a des conséquences psychologiques, pense Jean-Pierre Dubois, psychologue, dans ce reportage de Fouti Boulanga Mouleki. Le mot gaucher s'utilise pour désigner une personne qui manifeste une préférence pour la main gauche dans l'exécution de ses tâches quotidiennes. Ce mot viendrait du latin sinister qui signifie aller à gauche. C'est donc un paronyme du mot sinistre en français qui désigne ce qui fait peur, ce qui est anormal. Des exemples sont légion. On parle de région sinistrée ou d'un sinistre pour désigner un événement catastrophique tel un tremblement de terre, un incendie, une inondation, entre autres. Ainsi, peut-on se risquer de penser que le sort des personnes gauchères a été scellé depuis la création de ce mot? De manière générale, toute situation négative ou immorale est dite gauchère. Par exemple, on dirait d'un homosexuel qu'il est un gaucher dans une société hétérosexuelle. A contrario, toute situation favorable, positive, est dite droitière. Dans les Saintes Écritures, on dit que Jésus est monté aux cieux et il s'est assis à la droite de Dieu. Aussi, au lieu de travail, pour avoir une promotion, il faut être le bras droit du patron. Enfin, en Afrique de l'Ouest, entre autres, les gauchers sont interdits de manger dans le même plat que les droitiers. Qu'ont donc fait les gauchers pour être si lésés en société? En effet, en France, ils représentent 15% de la population. Dans le monde, ils sont à peine 950 millions sur 7 milliards d'âmes. Ils font d'emblée partie des minorités dont la communauté internationale devrait aussi s'inquiéter. Pourquoi compliquer le vécu des gauchers si malgré toutes les tentatives de transformation sociale, nul ne devient génétiquement droitier? En conclusion, la conséquence psychologique est que ces gauchers contrariés finissent par devenir certes des hommes et femmes à tout faire, mais aussi des clarins penseurs. Il existe une psychologie particulière aux gauchers contrariés. Je ne parle pas des troubles de caractère, du langage ou de l'écriture, mais il s'agit d'un mal de l'âme plus profond que ressent le sujet, un état de vertige et d'exil, semblable à un syndrome de la solitude qu'ont dû éprouver certains réfugiés. Dixit Jean-Paul Dubois.
C'est un constat fait dans notre société. Les résolutions prises lors des grandes assises ont souvent du mal à être appliquées sur le terrain, d'où la question de savoir à quand leur concrétisation, sinon quelle stratégie mise en place. Élément de réponse dans ce reportage d'Inès Ingunga Mombo de la Savane. C'est dans l'optique de faire de l'Internet un des atouts de la diversification de l'économie gabonaise que les plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, avait instruit le gouvernement de la République gabonaise à organiser le 20 septembre dernier la deuxième édition du Forum national sur la gouvernance de l'Internet au Gabon. À cet effet, plusieurs questions taraudent les esprits des Gabonais lambda. Les résolutions prises lors de cette assise seront-elles appliquées? Si oui, quelles sont les stratégies qui devront être mises en place? Ici, il sera question de mettre en exergue les pistes de solutions proposées par les experts ayant mis à contribution leur expérience et leur expertise au profit de la nation gabonaise en particulier et de l'Afrique en général, dans la mesure où le continent africain peut tirer profit des différents aspects économiques liés au déploiement d'Internet. Si hier, l'utilisation de l'Internet et des TIC appartenait à une catégorie de personnes, mais au XXIe siècle, les nouvelles technologies de l'information sont l'affaire de tous. Et qu'en unissant les efforts, ensemble, vous poursuivrez les chantiers en cours, à savoir la structuration de la vision politique durable, les questions numériques, le renforcement du cadre réglementaire, l'amorce d'une administration au service de l'Internet général, la promotion et la sensibilisation sur les avantages socio-économiques, les avantages culturels de l'Internet, mais aussi les menaces telles que la cybercriminalité. Parmi les stratégies mises en place, il y a la contribution à une mise en œuvre du plan opérationnel sectoriel Gabon numérique. Celui-ci aura pour mission de faire du Gabon un acteur de la société de l'information. Le gouvernement, quant à lui, mobilisera les efforts pour soutenir le déploiement des infrastructures, la vulgarisation de l'accès au TIC, la production des contenus et services innovants, la promotion pour intéresser le plus grand nombre. L'Internet et les TIC sont les composantes à part entière de l'économie gabonaise et le levier du développement qui vont compter dans le cadre de l'actuel processus de diversification, comme le relève le thème. Les yeux sont désormais rivés vers les pouvoirs publics pour voir la concrétisation de ces résolutions prises lors des assises du Forum national sur la gouvernance de l'Internet au Gabon. C'est dans le cadre de ces missions régaliennes que la CNAMGS, la Caisse nationale d'assurance maladie et garantie sociale, a offert des kits scolaires aux enfants des personnes handicapées, dans l'optique, bien sûr, de soulager un tant soit peu ses parents en cette période de rentrée scolaire. Parents et élèves ont témoigné leur gratitude dans cet élément de Fouti Boulanga. C'est dans l'optique de redonner du sourire aux personnes handicapées que le directeur général de la CNAMGS a pensé offrir des kits scolaires aux enfants de cette catégorie sociale en cette période de rentrée académique. En effet, c'est au cours d'un discours de lancement de la dite cérémonie que la présidente de l'Association nationale des personnes handicapées a témoigné sa gratitude à cette institution. Je me réjouis particulièrement de vous retrouver à notre siège à l'occasion de cette cérémonie de don initiée par l'apport de la CNAMGS, la Caisse nationale de garantie sociale, à l'Association nationale des personnes handicapées du Gabon. Je dis bien l'Association nationale des personnes handicapées du Gabon. Je voudrais avant tout propos saluer la présence parmi nous des représentants de la CNAMGS qui malheureusement ne sont pas là. Vous savez pourquoi on ne peut pas se pencher dessus. Qui sont les initiateurs de la cérémonie qui nous réjouissent ce matin. Mes salutations vont aussi à l'endroit des parents et enfants de notre association qui nous ont fait l'honneur de partager ce moment avec nous. Chers enfants, je voudrais saluer ici l'heureuse initiative du DG de la CNAMGS qui a cru en nous et a eu une pensée somptueuse sur l'achat de ces kits scolaires à nos enfants. Il est important de vous dire à Monsieur le DG
que vous contribuez à soulager des milliers de personnes défavorisées, particulièrement les personnes qui portent un handicap. Nous disons tous merci. Une telle politique sociale, témoignant l'élan de solidarité nationale qui doit prévaloir, n'a pas laissé les récipiendaires insensibles. Ça me fait vraiment la joie au cœur parce que mes parents n'avaient pas l'argent pour m'acheter un sac ou des fournitures. Je peux voir qu'on m'a donné un sac et des fournitures pour continuer mon école. En tant que parent d'élève, je ne peux que me réjouir, n'est-ce pas, de ce geste ô combien significatif, n'est-ce pas, de la part de la direction générale de la CNGS, n'est-ce pas? Et le souhait, c'est que cela soit pérennisé chaque année, s'ils pourraient le faire, et faire même plus que ça, parce que les enfants, nous en avons assez. Nous sommes, bon, pas beaucoup assurés, mais moins assurés, parce que, voilà, parce que tous les enfants n'auront pas, n'est-ce pas, ce matériel. Alors, donc, ça a été sélectionné par un enfant par famille. Donc les autres, nous allons nous débrouiller nous-mêmes, n'est-ce pas, par d'autres personnes, afin d'avoir, n'est-ce pas, ce matériel. Mais qu'à cela ne tienne, nous remercions quand même le DG, n'est-ce pas, de ce geste qui a fait à notre faveur, à notre honneur. En fin de compte, d'autres institutions étatiques, voire privées, se devraient d'emboîter le pas à l'œuvre de la CNAMGES qui s'arrime là à la responsabilité sociale de toute entreprise. Élections législatives et locales couplées du 6 octobre prochain, donc demain, à 24 heures de ce scrutin, dans les centres de vote de la province de l'Estuaire. Pas d'engouement chez les populations, on assiste plutôt au retrait timide des cartes d'électeurs. Ephraim Biogezo. 6 octobre 2018 va se tenir sur le plan local les scrutins liés aux élections législatives et locales, lesquels permettent aux populations d'élire leurs représentants à l'Assemblée nationale et aux conseils départementaux. Après le tour de ville que nous avons effectué, on se rend finalement compte que beaucoup de compatriotes n'ont pas trouvé utile de retirer leur carte d'électeur dans les centres agréés, tout en sachant que le dernier délai pour les éventuels retraits est expiré il y a 24 heures. Alors, on peut s'interroger sur quel type de scrutin allons-nous assister. Une élection où le taux d'abstention serait très élevé, ce qui va remettre en cause les critères de vote dont vont bénéficier les représentants du peuple au sein de ces différentes institutions de la République, que sont le Sénat, l'Assemblée nationale ou encore les conseils départementaux. Des réflexions s'imposent donc alors sur le mode de gestion du jeu politique dans notre pays. Une démocratie participative et accrue s'impose. À cela s'ajoute un pluralisme sur toutes ses formes, sans omettre la véracité des résultats qui en découleraient des urnes. Voilà autant de mécanismes qui devraient permettre au pays de se positionner en pôle position, des États qui respectent à la lettre des règles élémentaires de démocratie. À présent, l'actualité hors de nos frontières. Après avoir lu les lettres de Poilu, un écrivain sénégalais, David Diop, a retranscrit les pensées d'un tirailleur sénégalais dans un ouvrage intitulé « Frères d'armes ». Reportage. Diop a été bouleversé à la lecture des lettres de Poilu, ces soldats de la Première Guerre mondiale. Il s'est alors demandé ce qu'auraient écrit les tirailleurs sénégalais, qui eux aussi se battaient pour la France dans les tranchées. L'écrivain en a tiré un roman magnifique, intitulé « Frères d'âme ». Deux amis sénégalais sur le champ de bataille, l'un meurt, l'autre sombre dans la folie. L'auteur retranscrit alors ses pensées. J'ai voulu vraiment essayer de retrouver cette intensité émotionnelle que j'ai eue à la lecture des lettres des Poilus en écrivant ce texte. L'histoire, en fait, elle est très généraliste. Elle vous dit, voilà, il y a 30 000 morts, mais on n'a aucune vue sur le rapport très dur et intime à la fois que ces jeunes gens qui venaient d'Afrique ont eu avec la Première Guerre. Le livre a un style particulier, des répétitions délibérées qui lui donnent un rythme lancinant. David Diop a voulu transposer une langue locale en français, comme Amadou Kourouma, le grand écrivain ivoirien, l'avait fait avant lui. Moi j'ai voulu, m'inspirant de lui, en tout cas dans ce texte-là, donner un rythme à la langue française qui me rappelait le rythme de la langue wolof. Et c'est pour ça que vous avez le sentiment de ces répétitions, ou en tout cas de cette façon un peu particulière des choses. Mais le français est une langue malléable en fait. On peut l'adapter à d'autres rythmes et, le cas échéant, à d'autres horizons culturels.
David Diop, qui est né à Paris et a grandi au Sénégal, écrit aussi pour rappeler aux lecteurs ce qu'était l'empire colonial français. Non pas pallier les manques de l'histoire, mais compléter en fait ce que peut nous enseigner l'histoire par des références à une émotion, à des sentiments intimes qui ont pu être bouleversés, qui ont pu être des moments de souffrance, et diffuser ça dans la société française grâce à la littérature. Le dernier tirailleur sénégalais à avoir participé à la Grande Guerre est mort il y a plusieurs années. L'an dernier, François Hollande a redonné la nationalité française à 28 anciens tirailleurs sénégalais qui, eux, avaient combattu en Indochine et en Algérie. Cette nationalité leur avait été retirée au moment de l'indépendance des colonies africaines. L'imbroglio règne autour de la disparition de l'éditorialiste et journaliste saoudien Jamal, qui a été aperçu pour la dernière fois au consulat saoudien d'Istanbul. Reportage. C'est ici, devant le consulat saoudien d'Istanbul, que Jamal Khashoggi a été aperçu pour la dernière fois mardi en début d'après-midi. Le journaliste, connu pour son franc-parler et ses critiques du régime saoudien, était venu chercher des documents administratifs pour son futur mariage. Ne le voyant pas ressortir, sa fiancée turque a lancé l'alerte. Depuis, elle campe devant le bâtiment en quête de nouvelles. Dans un communiqué, l'Arabie saoudite affirme que Jamal Khashoggi a quitté le consulat après sa visite, mais d'après le gouvernement turc, le journaliste serait toujours à l'intérieur. Selon nos informations, cet individu qui est un citoyen saoudien se trouve toujours dans le consulat saoudien d'Istanbul. Nous n'avons aucune information affirmant le contraire. L'année dernière, Jamal Khashoggi s'est exilé aux États-Unis pour fuir une vague d'arrestations de dissidents en Arabie saoudite. Sa liberté de ton, très rare dans le royaume, a souvent irrité les autorités. Il a notamment critiqué à plusieurs reprises l'intervention militaire de Riyad au Yémen et certaines décisions du prince saoudien Mohammed Ben Salman, y compris durant une interview sur France 24 en novembre dernier. Il contrôle absolument tout. Il crée un environnement d'intimidation et de peur. Les Saoudiens sont réduits au silence. Les choses ne sont pas transparentes et ce n'est pas un bon environnement pour les réformes en Arabie saoudite. Reporters sans frontières parle d'une disparition extrêmement inquiétante. Depuis mardi soir, le hashtag enlèvement de Jamal Khashoggi est l'un des plus partagés en arabe sur Twitter. Élection présidentielle au Brésil. Fernando Haddad, candidat extrémiste, a fait campagne sur les traces de son mentor. Voter pour lui, c'est voter pour le retour de la politique sociale. Il a besoin à cet effet d'un vote qui remet la question démocratique au centre. Reportage. C'est le nouvel espoir du Parti des travailleurs. Fernando Haddad, candidat in extremis, a fait campagne sur les traces de l'ancien président Lula. Ce jour-là, dans la favela de Rocinha, il faut convaincre les plus défavorisés. Voter pour lui, c'est voter pour le retour des politiques sociales de son mentor. Les doigts en forme de L, la foule nostalgique scande d'ailleurs le nom du héros de la gauche. Haddad, c'est juste une expression pour dire Lula. L'ancien maire de São Paulo, disciple de Lula, encore méconnu il y a un mois, se présente comme le seul rempart contre la montée de l'extrême droite. Nous voulons une élection qui remette la question démocratique au centre. Que soient reconnues toutes les erreurs et les injustices qui ont été commises contre le peuple et contre la démocratie. Militante du parti depuis toujours, Priscilla Cotring a très mal vécu la destitution de Dilma Rousseff et les dernières années d'austérité. Je veux le retour du Brésil. Je veux être à nouveau heureuse. Ça suffit de souffrir. Ça fait 2 ans que je souffre. On a tout perdu, tout. Aujourd'hui, j'ai l'espoir de pouvoir récupérer tout ce que Temer m'a pris. Emprisonné, l'ancien président n'a pas le droit de faire campagne. Pourtant, le parti mise tout sur son aura pour influencer les électeurs de gauche. Fernando Haddad, l'incarnation de l'idée Lula. Même gestuelle, même numéro à taper dans l'urne électronique. Pour ses détracteurs, Fernando Haddad ne serait qu'une simple marionnette. Gouverner un pays, c'est compliqué. C'est un travail quotidien complexe. Il ne va pas pouvoir rendre tout le temps visite à Lula en prison, ou lui téléphoner, ou avoir son avis. Ce n'est pas possible. Mais pendant la campagne, il faut faire comme ça. En un temps record, Fernando Haddad a charmé l'électorat pété. Il se place 2e des intentions de vote à la veille des élections. Le plus grand parti du Brésil, affaibli par les scandales de corruption, compte sur lui pour renaître de ses cendres.
Du sport à présent, et les critiques vont dans tous les sens. Depuis la publication de la liste des 23 Panthères devant prendre part à la double confrontation contre le Soudan, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Cameroun 2019. Sur la liste des 23 Panthères, Lévi Madinga a été préféré à Kanga Kelor Kakour. Image avec Ephraim Bioguedzo et analyse. Cela fait plus de 72 heures que Daniel Cousin a rendu public la liste des 23 Gabonais qui vont devoir affronter le Soudan du Sud le 12 et 16 octobre 2018. Depuis, elle n'en finit pas d'alimenter les débats, l'une des raisons étant de mettre le milieu de terrain Kelor Kanga Kakour sur la liste d'attente avec bien d'autres compatriotes et de penser à Lévi Madinga qui aura ainsi le privilège dans quelques jours d'honorer une nouvelle sélection. Le sélectionneur national actuel a fait ses choix, c'est un fait, mais on ne peut s'empêcher de s'interroger sur les critères sur lesquels il s'est basé pour départager les deux hommes, tant ceux en notre possession semblent donner l'avantage à Kelor Kanga. Depuis un an, ce dernier fait ses merveilles au Sparta Prague. La saison en cours, le milieu de terrain gabonais est un élément important de la formation tchèque. Il a déjà disputé les 9 rencontres et a été titulaire en autant de reprises, soit une moyenne de 86 minutes par partie de ces matchs. On retient qu'il a inscrit 4 buts et reste sur une moyenne de 0,4 buts par rencontre. Le plus important est que l'international gabonais semble bien parti pour améliorer son rendement de la saison 2017-2018. Sur cette période, il avait inscrit 4 buts en 14 rencontres, des chiffres qui lui avaient permis de devenir un élément clé du Sparta Prague. C'est avec cette actualité sportive que nous refermons cette édition d'information. Merci de l'avoir regardé. Je vous retrouve demain, s'il plaît à Dieu, le très haut à la même heure.